Salut Cédric, Salut Nico. bienvenue dans le Todo Box Show. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. C'est la première fois que tu passes Alors c'est la première fois dans ce concept-là, mais c'est pas la première fois que je suis filmé et que je passe des questions concernant le self-stockage. Ok, super. Donc je vais te laisser te présenter, mais bon voilà, je suis très honoré de te recevoir dans le Todo Box Show parce que je te considère un petit peu comme le loup blanc du self-stockage. Tu as, je pense, parmi les gens que j'ai rencontrés, la plus grande expérience à ce niveau-là. Et donc, du coup, ben, c'est vraiment hyper enrichissant de pouvoir partager un moment comme ça. Et j'ai plein de questions à te poser. Donc, première étape, je vais te laisser te présenter auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Ok, parfait. Bah, écoute, moi c'est Cédric Padilla et je tiens tout d'abord à te remercier pour cette invitation parce que tu es le premier et l'unique, en tout cas en France, à proposer d'ouvrir les portes du self-stockage donc à qui s'y intéresse. Pas forcément des investisseurs de haut niveau, mais des particuliers qui souhaitent chercher une voie vers un projet de rentabilité. Et donc déjà, c'est félicitations à toi, merci pour cette Merci. invitation. Donc moi, je suis Cédric Padilla, je suis expert et business développeur en self-stockage reconnu par la Fédération européenne du self-stockage. Ça fait oui, plus de 21 ans que je suis dans le secteur du self-stockage. J'ai commencé en tant que directeur de centre self-stockage sur Toulouse et puis aujourd'hui j'interviens sur la France et l'Espagne. Donc j'interviens pour assister, accompagner des projets de self-stockage essentiellement pour des investisseurs privés et des fonds d'investissement aujourd'hui. Et voilà, qui cherchent à déployer un centre à plusieurs centres donc, sur ces deux territoires. Ok. Alors, comment tu es arrivé dans le self-stockage? Alors, je pense que je suis arrivé dans le self-stockage un peu comme tout le monde, Ah c'est-à-dire oui. par hasard. Ok, c'est vrai. Par hasard, par opportunité et voire opportunisme. En fait, j'ai quitté l'école supérieure de commerce de Toulouse, donc TBS. Je cherchais un stage et je cherchais essentiellement une entreprise où on allait proposer un projet de développement. Je ne voulais pas m'arrêter, me cantonner à une mission, même si le marketing était vraiment ma fibre. Ouais, tu viens du marketing, toi, à la base. Oui, disons que c'est plutôt mon ADN, c'est le marketing, D'accord. le management opérationnel, et voilà, après un peu de créativité derrière tout ça. Et si tu veux, je suis arrivé donc en 2003, je cherchais donc un stage. J'ai parlé autour de moi, on m'a dit qu'il y avait une société qui allait se monter, qui allait proposer des box de stockage, donc personne ne connaissait. Et il y avait certainement tout à faire. Donc le projet me plaisait, effectivement, je voulais relever des défis et puis me prouver aussi, et prouver à mes patrons ce dont j'étais capable. Ok. Et donc j'ai écrit juste une seule lettre, et plutôt que de la poster, je suis allé la déposer. Et au moment de partir, la secrétaire m'a dit bah, très bien, je prends vos coordonnées, on vous rappellera. Et au moment de partir, j'ai le patron, donc le fondateur de Annex, est rentré et s'est demandé ce que je faisais là parce que c'était des bureaux en fait qui étaient Ah pas ouais. forcément C'était pas du communiqués. tout comme on a Il n'y avait pas comme on connaît. d'enseigne, il y avait pas la société Annex n'existait pas en fait. C'était D'accord. vraiment un projet, Ok. donc c'était pas mal été. Et du coup, il m'a proposé un entretien et de là, ben, j'ai été sélectionné en tant que stagiaire. Puis finalement, il y a eu d'autres stagiaires pour renforcer l'équipe sur le marketing. Et des 4 stagiaires, je suis le seul qui suis resté. Et puis j'ai dealé avec le patron pour pouvoir ben, avoir mon premier job, quoi. Ok. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, petit conseil aux stagiaires qui cherchent justement des stages. Combien de fois on l'a dit, n'hésitez pas à donner des lettres, hein, enfin à vous Ah d'accord. déplacer plutôt qu'à envoyer un simple mail. Ben, déjà, on fait la différence comme ça. Et à l'époque, j'imagine que c'était encore plus avant-gardiste parce que bah, du coup, alors, s'il y avait le mail et tout ça quand même, c'était pas le Moyen-Âge quoi. Oui, oui, bien sûr. On parle de 2003, bien sûr qu'il y avait les Ouais, mails. Mais c'est vrai que se ben, déplacer, la ouais. secrétaire, en plus, c'était une remplaçante. Ok, Et il y avait sur son bureau déjà une liste de CV. Donc j'avais ah ouais, dit, si vous recevez un autre courrier, rappelez-vous de la mettre au-dessus, la mienne. ouais, Donc j'avais fait excellent. Ouais, trop un bien. petit peu voilà. Donc ça avait permis aussi de prendre moi des informations parce que Mm. ben, à part l'information qu'une société allait se créer, allait proposer un nouveau service innovant de stockage, je savais absolument rien. Je Ok, connaissais pas le métier, je connaissais pas les gens. ouais, On m'avait juste indiqué un nom d'une personne et c'est tout quoi. c'était un promoteur. Donc voilà, ils ont des Voilà, bureaux à c'est telle ok. adresse. Ok, C'était tout. Donc ça m'a permis de poser des questions, sauf que la personne n'avait pas plus de réponses. ouais, Parce que voilà, elle était là provisoirement et pas tous les tenants et les aboutissants. Et puis c'était des promoteurs qui avaient tellement de projets, si tu veux, ouais, que le self-stockage pour elle, voilà, elle ne savait pas. Mais, ok. mais bon,
Et tu as senti l'opportunité quand t'es arrivé dans ce secteur-là? Comment tu as ressenti le marché? Le marché, on ne le voyait pas parce qu'en fait, Ouais, il y avait il rien, se quoi. créait, il n'y avait rien. Mm, mm. Il faut savoir que self-stockage est arrivé dans les années 95 en France. Ok, Que tu as Goldman Sachs qui a, au travers d'une marque qui s'appelait Devon, avait lancé des centres qui ont été rachetés après par Unbox, ok. puisque les Américains étaient arrivés vraiment avec une démarche euh, expérimentée du marché Ouais, américain. Sauf que le rapport au produit, au service, ben, les ouais, Français ils ne étaient les pas, avaient quoi. pas. Ouais, bien sûr. Déjà aux États-Unis, tu loues un box. À l'époque, déjà, tu loues un box par téléphone. Tu donnais ton numéro de carte bleue. Tu faisais, par exemple, expédier ta planche de surf en Californie. Tu habites à New York. Ouais. Tu mandates DHL pour récupérer dans un box de stockage Ça se faisait en 2003? 2003, bien sûr, Ah à New ouais. York pour l'envoyer surfer en Californie. Enfin, on était dans une démarche. Donc, ils sont arrivés en France avec cette volonté de développer le même business. Mhm. Ils se sont un petit peu cassés les dents parce qu'effectivement, Ouais, on avait du retard, quoi. on avait beaucoup de retard. Ouais, bien sûr. Les perspectives n'étaient pas du tout celles qu'ils pensaient. Mhm. Et le groupe donc, G7, les taxis parisiens, Nicolas Rousselet, a donc racheté les centres d'Evon. Et à Toulouse, les centres Unbox sont des anciens centres d'Evon. D'accord. Et pour l'anecdote, l'ancien directeur donc, de développement de Devon, eh ben, c'était mon responsable direct chez Annex. Ok. Donc je suis arrivé avant lui en tant que stagiaire et lui est arrivé après parce qu'il était en transition. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc pour la petite histoire, il a commencé également avec moi en 2003 et il a quitté la société récemment. Ok. Donc lui est resté plus de 20 ans dans la même société. Et donc, toi, à la suite de ça, tu es resté chez Amex et quelle a été ta mission, du coup, chez eux? Alors j'avais une forte volonté d'apprendre déjà ce que c'était que le monde du travail, même si j'avais eu quelques expériences au préalable, mais c'était plus dans le bâtiment parce que ma famille est issue voilà, du bâtiment. Donc mon père avait une entreprise. D'accord. Dans ma famille, voilà, ils ont tous été entrepreneurs. Et je voulais absolument pas travailler dans une entreprise familiale. C'est pour ça que je voulais travailler dans une autre entreprise. Et Annex m'a offert l'opportunité d'évoluer très rapidement. Parce que c'était aussi mon deal. J'avais des diplômes et je pouvais prétendre, entre guillemets, à des postes. Ouais, bien sûr. Mais avant ça, je voulais faire mes preuves. C'était essentiel pour moi de dire, voilà, laissez-moi faire. Donnez-moi la possibilité de vous prouver que je peux m'occuper de ça, ça, ça et ça. D'apprendre le métier parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas de référence. En fait. Il n'y avait rien, ouais. Leaderbox était le plus développé sur Toulouse, même avant Unbox, puisque Ah ouais, c'est lui qui avait d'ailleurs même le logo du kangourou qui a été repris par Unbox. c'est vrai. À l'époque, D'accord. il n'a même pas déposé le logo, donc du coup, il Excellent. s'est fait piquer le truc, il a dû changer pour un koala. Bon, tu vois, des anecdotes comme ça. Et donc voilà, on se connaissait avec les concurrents. Donc j'ai appris ce métier et j'ai évolué effectivement. Je suis passé de assistant manager à directeur d'exploitation des centres dans la région. Donc après, voilà, je m'occupais d'homogénéiser les process, du marketing. J'avais créé le premier partenariat avec Europcar. Ok. Donc nous avions ouvert le deuxième centre sur Toulouse avec une agence Europcar intégrée dans le centre de stockage. Ça n'existait Ouais. pas en France. Oh, purée. Donc j'avais dealé à l'époque avec Europcar en leur faisant voir la synergie entre nos deux Monde, ouais. services, bien Ouais, sûr. bien sûr. Donc voilà, donc ça a été une super expérience parce que j'ai appris beaucoup. Et ce qui m'a très vite fasciné, enfin en tout cas plu et animé, c'est le relationnel avec les personnes qui venaient louer les box. C'était vraiment le plus large échantillon de la population. Alors justement, j'allais y venir. Donc du coup, comment, parce que c'est un marché qui n'existait pas en France, comment ça a été perçu au démarrage et comment se faire connaître sur un marché où personne ne te connaît. Enfin, peut-être que certaines personnes en avaient entendu parler, mais moi, tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, quand j'en parle à certains potes, ils me disent, mais attends, mais c'est quoi le self-stockage, quoi? Bien Je dis, sûr. bah, tu les vois, les trucs sur la rocade, là, les bâtiments orange, où tu viens, c'est des garde-meubles, ça te parle. Tu essaies de prendre des images et certains ne connaissent pas. Alors j'imagine, il y a 20 ans, comment tu fais pour passer de il y a ce service à ça y est, les gens prennent conscience qu'on peut utiliser le self-stockage. Et encore, il y a tout à faire, je trouve. L'habilité des investisseurs qui ont ouvert la société Annex dans laquelle j'ai travaillé ont perçu effectivement cette opportunité de business et étant déjà eux dans l'immobilier, ils connaissaient la problématique d'espace, Ouais. ils connaissaient la problématique aussi sur la mobilité. Mm. Donc il faut savoir qu'essentiellement tu as 80-70% de tes clients, ce sont des particuliers D'accord. et 72-75% de ces gens-là, c'est essentiellement du déménagement.
Ok. Donc c'est vrai que le self-stockage en France a été un petit peu, et toujours d'ailleurs malheureusement, dans le sillage du garde-meuble. Ouais, bien sûr. Amélioré, et d'ailleurs on se vendait et on communiquait essentiellement sur les mots-clés de garde-meuble. Bah, À bien sûr. l'époque c'était les pages jaunes. C'était le vocabulaire qui Donc était employé voilà, par on les avait les clients. pages jaunes numériques certes, mais le référencement c'était Ouais, pas bien Google, sûr. c'était les pages jaunes, donc on Tout à se fait. positionnait en garde-meuble. Excellent. Box de stockage, ça n'existait pas, les gens ne connaissaient pas. Garage, les gens connaissaient. Ouais. Donc on était obligé de communiquer là-dessus. Excellent. Il faut savoir qu'en 2003, le taux de notoriété, donc le nombre de gens qui connaissaient Ouais. à peu près, hein, mais qui n'avaient pas forcément utilisé le box, tu avais à peu près 2 personnes sur 10, quoi. Donc c'était 20% à peu Oh, près. purée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on doit Ouais. être entre 32 et 36% de notoriété, et peut-être dans des villes à forte densité de centres comme Toulouse, Ouais. on est peut-être aux alentours de 40, mais on n'a pas, tu vois, en 20 ans, on a pris Ça n'a pas à peine évolué doublé. non plus, ouais. à peine doublé, et pourtant, les attentes et les exigences des clients ont explosé. C'est-à-dire que moi, en C'est-à-dire, ouais. 2003, les gens téléphonaient, on avait le téléphone sur la façade, on était devant chez Airbus, et donc mes patrons avaient eu cette habilité de se positionner dans un axe très passant. Et donc les gens passaient et nous appelaient pour demander mais qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, purée. Donc les gens, on avait des appels, on recevait les gens, oui, je passe tous les jours devant, je voulais savoir c'est quoi un box, quoi. Ils pensaient que c'était des box à l'époque d'internet, Ouais. de connexion et tout. Vous êtes un centre de réparation de box parce que j'ai ma box qui est en panne. Enfin voilà, c'était Ah, les c'était box incroyable. Wi-Fi. Les box Wi-Fi, les Xbox. D'ailleurs, des gens disaient des fois, faisaient des lapsus en disant je voudrais louer une Xbox, quoi. Non. Je te jure, c'est vrai. Ah, c'est bon ça. Donc c'était fabuleux, donc ça a animé le centre parce que forcément on rigolait un petit peu des Ah ouais, appels c'est qu'on génial. recevait. Et puis les visites, les gens voulaient voir quasiment toutes les tailles, alors qu'il leur fallait une taille, mais avaient envie de visiter le bâtiment. Tu avais l'impression de leur faire visiter leur appartement ou leur prochain logement, quoi. Ouais, alors que Et, maintenant, ça se fait presque alors plus, que quoi. maintenant, Ça, c'est donc ça en virtuel. 2003 c'était ça, et en 2007 quand j'ai pris la direction de plusieurs centres, et que je faisais, parce que moi j'ai toujours aimé les chiffres, quelques statistiques, Ouais. quelques enquêtes sur les centres, en fait les appels c'était plutôt combien coûte un 4 mètres carrés 50. Oui, ouais, Donc on est passé de c'est quoi un box à combien Ouais. coûte un 4 mètres carrés 50 bien sûr. Ouais, il y a une en évolution 4 ans, déjà. en 4 ans, et pourtant le taux de notoriété à l'époque n'avait pas évolué, Ah ouais. on était peut-être passé de 20 à 23 à 24%, c'était vraiment... Donc ça veut dire que les personnes qui utilisent des box connaissaient déjà le secteur un petit peu, le milieu du self-stockage. Donc c'était des gens qui réutilisaient le service ou Alors essentiellement oui, le bouche à oreille Ah ouais. a été vraiment un des premiers vecteurs, ok. et je dirais qu'aujourd'hui encore, le bouche à oreille, si tu veux, tu vas marketer ton service et ton produit avec la sensibilité que tu as, avec les ambitions que tu portes, alors que le client, lui, a un vécu du produit. Il D'accord. parlera toujours mieux de ton service que toi. Bien sûr. Et puis ensuite, il aura une relation de confiance avec la personne à qui il doit s'adresser, Ouais, qui fera toujours que il sera beaucoup plus persuasif que toi. bien sûr. Toi, tu vas essayer de te démarquer par des services, par un accès Ouais, 24-24, certaines alors originalités. qu'au final, tous le font. Bien Et sûr. alors que le client, lui, va dire va voir Nicolas, Ouais, qui a il un est centre de super stockage, sympa. il est super sympa. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà. Ça a Ça- plus d'impact, ouais, tout à fait. Ça a comme beaucoup t'as- plus d'impact. Voilà. Donc les gens sont déjà pré-renseignés. Ok. Donc ils arrivent directement avec leurs besoins quasiment identifiés, et tu n'as plus qu'à les conseiller sur quelques détails, les rassurer surtout, parce qu'il faut savoir que les gens qui stockent dans des centres self-stockage, ce sont des gens qui ont besoin de se rassurer sur une valeur sentimentale en fait. Ouais. Parce que le contenu des box très souvent ne vaut pas tous ces mois de loyer, quoi. Mais Tout à fait. les gens s'y ont attachés. Ah, justement, voilà. Alors, du coup, quelle est la raison, d'après toi, la raison prioritaire dans le stockage? Est-ce que c'est, je stocke parce que, quelle est l'importance que les gens vont accorder le plus au self-stockage? C'est-à-dire la sécurité, par exemple, ou le prix, ou l'accessibilité? Quels vont être les éléments fondamentaux dans la validation d'un box de stockage, d'après toi, d'après ton expérience? Alors, ça dépend bien sûr du profil de client. Un professionnel n'a pas Ah ouais. du tout le même rapport au box. Le professionnel va chercher une solution qui va apporter une charge variable, Ah plutôt oui, que d'avoir une charge fixe avec un engagement, avec un bail tout à 369. fait. Le fait de pouvoir changer de taille à tout moment, Ouais. en fonction de son activité, le fait de recevoir de la marchandise. Alors bien sûr, je parle d'un centre de self-stockage où tu vas avoir du personnel sur place Ouais, bien sûr. qui va agrémenter des services pour le professionnel notamment. Ça se fait encore, je veux dire. Ça se c'est- fait ouais. encore. Il y a même des centres qui se spécialisent Ah oui, dans ça. dans le service aux entreprises, Ok. un peu comme ferait de la conciergerie. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà.
tout simplement parce que c'est de la valeur ajoutée. Ben, ça permet, imagine-toi, des commerciaux qui ont une tournée à faire et une livraison qui est latente sur la semaine et qui devrait rester chez eux pour attendre la livraison et être donc un peu entre les mains de la livraison et de perdre de la productivité. Ben, les entreprises préfèrent laisser les commerciaux sur le terrain, louer un box de stockage où ils vont recevoir donc le matériel en palette ou réexpédier aussi des fois des produits. Excellent. Donc ça apporte une flexibilité, ça apporte du service, une valeur ajoutée non négligeable. Les entreprises d'ailleurs connaissent davantage le self-stockage parce que des plateformes de micro-logistique existent déjà et le self-stockage offre encore plus de souplesse et de flexibilité et d'accessibilité. Une plateforme de micro-logistique va être limitée à des horaires bureaux. Alors que le self-stockage peut être ouvert 7 jours sur 7, donc tu parles des 24 heures sur 24. Okay. Exactement. Donc excellent. le commercial peut préparer sa tournée très tôt le matin sans avoir à demander à accéder à un espace. Donc ça c'est pour le professionnel. Pour le particulier, essentiellement comme je te l'ai dit, c'est du déménagement. Et ensuite tu vas avoir du lifestyle, c'est-à-dire des gens qui manquent d'espace chez eux et qui vont avoir besoin de stocker du matériel, comme dans ton centre. Donc voilà, qu'ils ont besoin pour la saisonnalité, pour un vélo, une planche de surf, du matériel, qui font qu'ils ne peuvent pas stocker ça chez eux. Donc c'est vrai que essentiellement, ce qui va, ça a évolué bien sûr, mais ce qui déterminait le choix, c'était essentiellement le fait de savoir que c'était un lieu sécurisé. La préoccupation du bien était prioritaire. C'est pour ça que la visite, nous on recommandait aux gens d'aller visiter les autres centres et de venir nous voir en dernier. Commercialement, c'était la meilleure stratégie. Ça leur permettait vraiment de voir une différence et de savoir nous du coup ce qui leur avait plu ailleurs et ce qu'on pouvait proposer en plus. Bon, ça c'était une démarche commerciale, mais c'était très important. Et donc la découverte des besoins, enfin le classique du commerce. Bien sûr. Oui, et puis tu es le dernier pion de l'échiquier. Tu étais le dernier pion, donc du coup tu savais un petit peu, tu savais comment orienter ton argumentation. Mais globalement, on proposait tous le même service. Et ce qui faisait la différence, c'était la relation humaine que tu créais. Voilà, la relation de confiance que tu étais en mesure, l'attention que tu portais à la problématique du client, parce que le client vient toujours avec une problématique. Bien sûr. Parce que ce qui amène un déménagement peut être une belle étape dans sa vie comme une étape négative. En tout cas un changement important, donc le fait de rassurer. Donc essentiellement je dirais que c'est la sécurité, l'accessibilité, le fait d'être libre d'accéder à ses affaires, contrairement à un garde-meuble où tu te vas faire payer. Tu dois appeler, voilà. Et bien sûr que le prix était une résultante. Donc le prix était toujours un petit peu le dernier, la résultante du service et on pouvait toujours ajuster ce prix-là. Bien sûr, en fonction de la durée, en fonction de choses, en fonction du prépaiement par exemple, en fonction du préavis, s'il y avait un préavis, pas de préavis. Donc voilà, on pouvait jouer sur ce curseur-là. Mais voilà, ce qui était essentiellement le choix des clients. Et aujourd'hui, quelles sont les tendances du coup? Qu'est-ce qui a changé ou pas changé? Quels sont les arguments à avancer ou au contraire? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les différentes crises qu'on a traversées ont amené les particuliers à revoir un petit peu la dépense de leur budget. C'est vrai que pendant un temps, les gens, dès qu'ils louaient un box, c'était une ligne de prélèvement en fait sur leur compte, donc il n'y avait pas forcément un regard supérieur à ça. En revanche, aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont plus sensibles au prix. Avant, des gens pour ne pas s'embêter, les louer un box de 7 mètres carrés alors qu'ils avaient besoin que d'un 5 ou d'un 4. Mais par commodité et pour différence de prix, ils se permettaient de prendre plus grand. Aujourd'hui, les gens sont plus regardants. Les gens qui sont contraints de garder des box à long terme, essayent de voir de quelle manière ils peuvent optimiser. Donc tu les vois là où tu les voyais jamais en fait, ouvrir leur box. Ils ouvrent leur box de temps à autre, ils essayent de vider, de revendre leurs affaires pour diminuer leur loyer. C'est vrai. Donc voilà, donc la tendance c'est plutôt effectivement sur une optimisation de ce coût. C'est pas pour autant que les gens louent moins les box parce que chaque crise a montré au contraire que les centres se remplissaient de plus en plus. Tout à fait. Moi pour te dire. D'ailleurs, comment tu expliques ça? Ça s'explique il y a différents paramètres qui font que, en tout cas conséquences qui font que les gens stockent plus longtemps.
comme je te l'ai dit, les gens sont toujours attachés, on est des latins, on s'attache à la valeur sentimentale des choses. Ouais. Quand tu hérites de meubles ou d'objets, Ouais. tu ne vas pas forcément t'en débarrasser. Ouais, bien sûr. Tu ne veux pas forcément les mettre chez toi parce qu'ils ne correspondent peut-être Ouais, ou pas t'as pas la à la place. décoration, à l'espace que tu disposes. Donc les gens se mettent à stocker. Très souvent dans les successions, tu vois des box qui sont louées par la succession elle-même. Et au moment du partage, eh bien, en fait, les affaires ne vont que d'un grand box à plusieurs petits box parce que les Tout à familles fait. conservent et récupèrent certaines choses, ne s'en débarrassent pas. Il y a ça, il y a le fait que les gens sont contraints de louer des logements plus petits. Ouais, le Donc prix se au mètre carré retrouvent à cher. passer d'un espace plus grand à un espace plus petit, des familles recomposées. Ouais, ok. Donc tout ça fait que des gens vont stocker à long terme des affaires. Donc on le voit chez les particuliers effectivement que la durée de stockage augmente. Ouais. Le choix du nouveau logement, les travaux, enfin tout ça prend du temps. Donc les centres se remplissent. Les professionnels sont aussi des gens qui louent à long terme. Bah ouais, puis le prix au Donc- mètre carré des locaux coûte très cher. Exactement, Ouais, exactement. La flexibilité L'immobilier- a du sens. La flexibilité, le self-stockage a une progression des tarifs quand même qui a beaucoup évolué. Ouais. Pour te donner une moyenne, à l'époque, on était à 13 euros du mètre carré en 2003, Ah ouais. en moyenne, Purée. sur les tailles les plus louées, c'est-à-dire du 3 mètres au 7 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a des centres qui arrivent à 21 euros du mètre Ouais. carré. Et c'est pas pour autant que les gens partent. C'est fou. Il y avait, voilà, c'est vrai qu'aux États-Unis, quand tu écoutes certains conférenciers, ils expliquent qu'il faut pénaliser les gens qui restent longtemps Ah ouais. et pour accueillir de nouveaux clients. Donc c'est une logique quand même à part. Alors pourquoi? Parce que du coup, ça te permet de louer plus cher? Le fait de faire des augmentations de tarifs, alors très souvent tu verras tout le monde qui fait le premier mois 1 euro, Ouais. premier mois offert, deuxième mois 15%, enfin des remises attractives. Derrière, quand tu lis les contrats, ils peuvent faire évoluer le prix à tout le monde parce qu'ils peuvent s'indexer sur l'indice immobilier. Ouais. Mais comme c'est un contrat de mise à disposition d'espace de stockage et pas un bail sur une location de bureau ou d'entrepôt ou d'appartement, Ouais. ils peuvent augmenter ton loyer de 25 ou 30% au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, au bout de 10 mois, Ah peu ouais. importe, il n'y a pas de règle. Donc très souvent ils font ça. Ok. Là ils éliminent tous les gens qui sont rentrés dans le service via une promotion et qui ne sont pas disposés à payer le prix fort, enfin en tout cas le prix que demande Ouais, le le prix service. du box, ouais. Ok. Et du coup, ces gens partent. Alors, bien sûr, tu prends des avis Google très négatifs, mais ça importe peu certaines Ah ouais. enseignes Ah, tu qui vois. préfèrent garder, en fait, dans le lot, en gros, tu vas augmenter de 25%, tu vas avoir peut-être à peine 30% des gens qui vont partir, Ouais. mais tu as 70% des gens qui restent avec ce nouveau loyer. Ok. Et tous ceux qui rentrent à nouveau, relouent un box au prix le plus fort, quoi. Ouais, forcément. Ouais. Donc tu crées de la disponibilité, du coup tu diminues pardon, ton occupation, Ouais. Ah ouais. mais tu diminues pas T'es pris, ouais. Au contraire, ton chiffre d'affaires et du coup ta rentabilité augmente. Ouais, bien sûr. Donc tu te crées un peu comme l'hôtellerie qui va faire sur du yield management, va essayer de caper, Ouais, tout à fait. Et d'arriver au cap de 70% d'occupation. Parce qu'un hôtel va avoir, plus il y a de la fréquentation d'hôtel, plus il y a du service, plus il y a du nettoyage et plus il y a des charges. Ouais, bien sûr. Le Ouais. self-stockage, que tu aies 500 box à louer ou 1000 box avec Ouais. 2 personnes, tu C'est gères. pareil, ouais. Il n'y a pas plus de ménage, Ouais. forcément un petit peu plus, mais pas grand-chose, c'est dans Ouais, la ouais. partie commune. Mais la renta. Mais la rentabilité est supérieure, Ouais. donc ils vont chercher pareil donc Ouais. à diminuer. Ok. Et c'est vrai qu'en 2003, on plafonnait à 80% d'occupation, 2003 jusqu'à 2010-2015. Et aujourd'hui, tous mes clients et tous les centres de self-stockage que je connais sont à plus de 92% d'occupation. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que souvent les questions qu'on me pose, des personnes qui ne connaissent pas le self-stockage me disent c'est quoi le taux d'occupation d'un centre de self-stockage? Et en fait, c'est même pas ça qu'il faudrait poser la question finalement. La question qu'il faudrait poser, c'est quelle est vraiment ta rentabilité sur le Tout à projet. fait. Parce que le taux d'occupation, comme tu disais tout à l'heure, tu peux être à 70% à avoir une Bien renta sûr. incroyable. C'est sûr. Et Ce que j'explique essentiellement à mes clients, c'est que être à un taux d'occupation élevé, c'est qu'ils ne sont pas au bon prix. ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Un centre rempli n'est pas au bon prix. Donc ça, c'est une des premières règles. Si tu prends exemple sur les États-Unis, c'est. Exactement. Ouais, Exactement. Donc le self-stockage, alors c'est pareil, une fois de plus, il y a différentes typologies de centres. Ça, je crois que c'est important pour les internautes Ouais. d'expliquer que le self-stockage reste un service de proximité qui s'adresse à un marché local. La zone de chalandise, très souvent, ne dépasse pas 15 minutes de trajet Ouais. en Ok. cours isochrone. Dans des localisations à forte densité urbaine et concurrence également, cette zone de chalandise rétrécit à 12%.
à 12 minutes, pardon. Ouais, ouais. Et donc, on répond à une demande locale. Il y a des centres comme les tiens qui sont totalement autonomes, donc les gens vont accéder, il n'y a pas de personnel sur place. Et puis tu as des centres où il y a du personnel qui va donc proposer la réception de marchandises, de la réexpédition, des boutiques où tu vas pouvoir acheter tout le matériel dont tu as besoin pour déménager ou stocker. Ouais. Donc il y a différents profils. Donc effectivement, en fonction de la typologie de centre, la recherche d'occupation est différente. Toi, tu vas chercher à occuper 100% de tes box. Ouais, bien Tu ne sûr. vas pas forcément pousser les gens à partir. Non, Dans un centre qui dispose de 500 ou 2000 box, à un moment donné, quand tu vas arriver à 70% d'occupation, les box qui sont les plus rentables vont être tous occupés. Donc tu vas chercher à créer de la disponibilité. Donc c'est là où tu vas commencer à augmenter tes loyers pour faire partir des gens. Donc les box les plus rentables, c'est quoi? C'est les petits box? Alors, les box les plus rentables, bien sûr, sont les box les plus petits, puisque le prix au mètre carré est plus élevé sur un box de mètre carré qui va être par exemple à 35, 45 ou 50 euros. Donc tu vas être à 50 euros quasiment du mètre carré. Donc je parle TTC. Et ensuite, tu vas avoir des box de 15 ou 20 mètres carrés et on va être plutôt aux alentours de 9 à 12 euros du mètre carré hors taxe. D'accord, ok. Donc forcément, les box les plus petits sont les plus rentables. Mais pas forcément. Pas forcément, c'est pas forcément la taille. Moi, je me suis battu pour expliquer aux self-stockers qui étaient arrivés là aussi par hasard, qui sont souvent des gens qui ont vendu l'activité commerciale, qui se retrouvent avec un bâtiment vide et qui décident de faire des box pour être plus rentable et diviser le risque d'impayé parce que tu as plus de locataires sur le même espace. Ces gens-là n'ont pas cette vision-là et eux, ce qu'ils veulent, c'est louer. Tout remplir, quoi. Tout remplir. Ok. En fait, la taille ne détermine pas le prix, mais la fréquentation du box. Je m'explique, par exemple, tu es capable de louer un box de 4 mètres carrés, 100 euros la semaine ou 140 euros le mois, par exemple. Tu as un profil de client qui va être quelqu'un qui a un sinistre chez lui, a besoin de prendre des mesures conservatoires et de mettre à l'abri certaines affaires. Et donc, si c'est une semaine de travaux ou 2 semaines et que le box lui coûte 100 euros, s'en fout, c'est quand pas l'assurance. C'est l'assurance, c'est ça. Notamment, l'assurance va le prendre en charge, en tout cas, va se faire rembourser. Et puis, c'est plus important pour lui de mettre à l'abri ses biens-là. Ou celui qui a des travaux ou qui va devoir louer un appartement, il y a un problème au niveau de la date de livraison, il ne va pas y avoir d'importance. La solution est plus importante pour lui de mettre à l'abri ses affaires. Donc, ce profil de client et ce type de besoin et ce mode de consommation va amener plus de rentabilité. Carrément. Parce que tu es capable de louer le même box, si tu le loues à 3-4 clients dans le même mois, qui te rapporte 3 fois plus que le loyer normal. C'est le principe du Airbnb, location courte durée, tu loues. Exactement. En revanche, ce profil de client suscite une gestion et nécessite des outils de gestion qui ne sont pas ceux que utilisent tous les centres de self-stockage. Voilà, donc c'est vrai que c'est. Moi, je pique toujours un petit peu les investisseurs en leur disant que ce sont des enfants gâtés. Parce que c'est un métier, en gros, si tu fais rien, ton centre finit par se remplir. Plus ou moins vite, plus ou moins au bon prix. Et si tu fais les choses correctement en termes de stratégie marketing, en termes de stratégie prix, en termes de service, en fait, tu vas optimiser cette rentabilité. Mais bon, dans les deux cas, tu remplis. Moi, depuis 2010, que je suis consultant maintenant, il est vrai que je fais face à des gens qui me disent mais à quoi bon me compliquer la vie alors que là, déjà, je gagne de l'argent. Et tu leur réponds quoi? Je leur réponds, le jour où vous aurez un concurrent en face qui fera n'importe quoi parce que c'est un métier où tout le monde fait du copier-coller, on copie-colle, on va louer un box quelque part, on récupère le contrat du concurrent, on récupère la grille de tarifs, on se dit bon, dans l'inquiétude de remplir, on va baisser les prix, on va se positionner, donc du coup tu vas créer en fait une désorientation parce que le marché n'est pas éduqué. Tout à fait. On l'a dit tout à l'heure, on a moins de 40% de taux de notoriété, donc le premier frein c'est l'ignorance, les gens ne savent pas. Donc, ils ne connectent pas leur problématique avec le service que tu proposes. Donc, déjà, c'est une première étape. Et si en plus de ça, quand ils arrivent sur place, ils voient une disparité des prix, où tu vas avoir le même espace à 70 euros et à 100 euros de l'autre côté, alors que la prestation ils ne comprennent pas, c'est pas cohérent. Exactement. Excellent. Donc, moi, déjà en 2010, je prenais pour chaque numéro de box, c'est-à-dire avait un prix différent, alors que tout le monde fonctionnait avec le mètre carré et tel prix, 2 mètres carrés et tel prix. Ils se copiaient tous, quoi. Ils se copiaient tous, et puis même, ils allaient, ils prenaient une photo, la grille des tarifs, parce que la répression des fraudes obligeait à ce qu'on ait les tarifs affichés. Donc, c'était facile d'avoir les tarifs de la concurrence. Et du coup, moi, j'expliquais, ça m'a coûté des années. C'est-à-dire qu'à peine aujourd'hui, donc maintenant en 2024,
quand je fais des conférences, des gens viennent me voir, que j'avais rencontré il y a 10 ans, me disent, Monsieur Padilla, ça y est, on a mis en place notre système de prix yield management, c'est-à-dire qu'on fait des prix en fonction de la saison, en fonction de la localisation du box. Ouais. Un box de mètre carré au rez-de-chaussée, facile d'accès, ne doit pas coûter le même prix que celui qui est au fond du bâtiment, au dernier étage. Ouais, plus compliqué à accéder. Ouais, Ils commencent à faire ça, sauf qu'aujourd'hui, je dis ça y est, mais là, c'est déjà trop tard. C'était il y a 10 ans. Maintenant, il faut s'intéresser à l'IA marketing qui va, en fonction du profil client, déterminer un prix, quoi. Alors, comment on s'intéresse à ça? Comment tu trouves de l'information? Parce que justement, le problème de ce marché-là, et c'est tout l'intérêt du Todo Box Show, de la formation que je vais commercialiser très prochainement, c'est justement d'en parler, quoi, de créer de l'information. Comment on trouve cette information? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir que depuis quelques années, aujourd'hui, on rencontre des investisseurs comme toi, Ouais. qui sont de jeunes entrepreneurs, qui ont des ambitions personnelles et professionnelles et qui du coup s'intéressent et sont prêts à écouter des conseils. Moi, il faut savoir que pendant des années, je faisais face à des vagues de gens qui avaient déjà des SECI qui dégorgeaient l'argent, qui étaient rentabilisés et qui du coup avec le self-stockage multipliaient par 2 voire 3 la rentabilité de ces biens-là. Donc n'étaient pas du tout à l'écoute de ces nouvelles ces informations. Okay. Et donc pendant des années, en fait, personne ne s'est intéressé à collecter de la data. Parce que ça se remplit tout seul, parce qu'un client qui rentre, on s'en occupe et on s'en préoccupe plus. Ouais. Voilà. On se préoccupe de faire en sorte que si on décaisse, c'est-à-dire que des gens partent, d'autres reviennent. Ouais, tout à voilà, fait. Donc dès qu'on va se dire, mais mince, j'ai fait des prix, j'ai rempli d'un coup, du coup quelques mois après, je décaisse d'un coup, donc vite, je panique, je prends une agence de com, j'explose mon budget AdWords et compagnie. Ouais. En fait, on fonctionne comme ça, donc c'est vrai que c'est difficile. Okay. Et la problématique du métier, moi je me suis battu pour ça. Je pense être un des seuls aujourd'hui qui a collecté beaucoup de data sur beaucoup de centres. Et comment tu collectes de la data? Tout ça en mettant au début, c'était tout simplement des questionnaires, donc questionner le client. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Comment il nous a connus? Pour quelles raisons il déménage? Trop bien. Et ensuite, de remplir ça sur des formulaires que j'avais digitalisés, qui me permettaient d'alimenter mes data pour mes études de marché géomarketing, parce que je suis le seul à proposer des études géomarketing qui permettent de déterminer sur 5 ans le remplissage trimestre par trimestre. Que tu peux avoir en fonction de la zone, en fonction de ton emplacement, en fonction de la typologie de centre que tu vas proposer et du budget marketing que tu alloueras. Donc si tu veux, j'ai commencé à collecter de la data. C'est très, très difficile parce que les centres self-stockage ont toujours eu cette inquiétude de dire mais si je partage mes données, en gros, c'est le seul truc que j'ai, on va me copier et on va me prendre. J'ai toujours expliqué que même s'ils donnaient la liste de leurs clients à un centre qui était à 12 minutes de chez eux, les clients n'allaient pas partir. Moi je vais donner des exemples très simples. À l'époque, on me proposait de s'aligner à la concurrence et de faire 10% moins cher. Donc dis-toi bien que les gens faisaient forcément le tour, et c'est ce qui nous intéressait. Les gens fassent le tour de la concurrence et viennent après chez nous. Parce que Toulouse est aujourd'hui la ville quasiment la plus concurrentielle. Apparemment, c'est incroyable. Donc si tu veux, on faisait venir les gens à la fin, et très souvent les gens arrivaient avec des devis de la concurrence, je ne donnerai pas de nom, mais certains concurrents, pour contrecarrer un petit peu et nous faire payer, si tu veux, cette communication qu'on avait fait qui déstabilisait un petit peu le marché. Du coup, on avait certains concurrents qui faisaient des devis au format Word. Donc forcément, le client qui recevait, le prospect qui recevait cette offre, changeait le prix, donc il exagérait un petit peu, toujours de 10-15% de plus. Donc je recevais des offres de prix de ce concurrent. Les clients me disaient, tenez, j'ai un prix de la concurrence, j'ai le 3 mètres carrés, je ne sais plus à l'époque, je sais pas, c'était peut-être, le box était à 90 euros, 80 euros, et il m'envoyait un prix à 50 euros. Ouais, voilà, ok. Donc vous alignez bien la concurrence, c'est bien ce que vous marquez, tout ça, et bien sûr on s'aligne la concurrence. En revanche, donc au début, on était un petit peu embêtés. Moi, les responsables de centre m'appelaient, me disaient Cédric, qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que là, en fait, on perd de l'argent. Là, on perd énormément d'argent, et puis surtout, on s'occupe des box de 3 mètres carrés. Donc du coup, je disais, mais déjà, est-ce que c'est sûr qu'il y a des box? Donc, on allait chez ce concurrent, on simulait une location de box, et effectivement, on se rendait compte qu'il n'avait pas de disponibilité sur cette taille-là. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, on a compris que les clients changeaient les prix. Et donc, je me suis intéressé à savoir, mais où habitez-vous? Où travaillez-vous? Et quand tu posais cette question, tu te rendais compte que le gars habitait ou travaillait à 5 minutes de notre centre. Ah, c'est marrant, d'accord. Donc, on disait, écoutez, on n'a plus de disponibilité sur cette taille-là. D'accord? Par contre, on a la disponibilité sur ces box-là. Et le prix, par contre, on ne peut pas s'aligner parce que, vous regardez les règles, en fait, on s'aligne sur certaines tailles. Donc, on avait modifié un petit peu nos conditions générales. Et du coup, on se rendait compte que le client louait chez nous. Il louait quand même.
Donc, c'est que le prix n'était pas forcément Ouais, définitif. tout à fait, Ce ouais. qui importait, c'était la proximité. Et pour Ok. donner une autre anecdote, moi aujourd'hui, en 2024, je suis le meilleur exemple de cette situation, puisque j'ai, si je le souhaite, des box gratuits chez mes anciens Ouais, employeurs, bien comme sûr. mes clients. Tes J'ai clients, hein. ouvert pas mal de centres sur Toulouse. Donc ces clients me proposent gratuitement, si je le veux, des box. Eh bien, je paye tous les mois un box qui est à 2 minutes de chez moi, parce que c'est la facilité. Je stocke, alors que j'ai un garage, du matériel, et ça fait peut-être depuis 2019 que j'ai ce box et que je paye tous les mois, quoi. Et là, Alors que j'avais des box gratuits. tu récoltes encore de la data là, maintenant. Alors oui, je récolte de la data. Effectivement, j'ai mis un logiciel qui s'appelle Business Tracker chez Ouais, quand même une cinquantaine de centres aujourd'hui entre la France et l'Espagne, ok. qui me permettent d'avoir des différentes typologies de centres et de collecter cette data. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on commence à analyser et à pouvoir interpréter cette data et de prendre des décisions. Ok. Jusqu'à encore quelques années, si tu veux, ça ne faisait que grossir en termes d'information. Ça Ouais. ne donnait pas tendance. La saisonnalité en plus complètement désorganisée. Avant, c'était quand même assez clair. De juin à septembre, tu avais Ouais. forte de vagues de déménagement. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le nombre de divorces, C'est avec le clair. nombre de contextes, en fait, c'est toute l'année, quoi. Ouais, C'est toute l'année tout qu'il y à a fait. des déménagements, du stockage. Ouais. Donc, si tu veux, cette data, elle est pas figée. Ouais, Donc, ça évolue quoi. voilà. Donc, Ok. moi, je me suis intéressé depuis quelques années à aider des sociétés qui développaient des solutions de gestion de box Ok. à mettre quelques trackers pour pouvoir justement identifier une typologie de clients, Ah ouais. une typologie, alors pas de besoins, parce que les besoins sont identifiés depuis très longtemps, Oui, oui, on le sait. Ouais. mais une typologie aussi d'attente. C'est-à-dire qu'en gros, on ne s'est jamais intéressé encore aujourd'hui, les plus grandes enseignes ne s'intéressent pas aux attentes du client et au parcours client. Ok. Donc ça, c'est vraiment un Ayons désert. précise un petit peu qu'est-ce que tu appelles attente du client et par. Tout simplement, un client qui, par exemple, déménage dans une situation particulière, donc, Ouais. mettons un divorce, Oui. va être en attente d'une solution rapide, Ouais. proche de chez lui, et si tu veux, tout ce qui est conseil, tout ce qui est aide pour faciliter l'aménagement du box va être le bienvenu. Si tu veux, le prix n'a pas la même importance. Ok. Il Que veut un quelqu'un soutien, qui va quoi. projeter de déménager et de partir, je sais pas moi, à l'étranger pendant un an, Mhm. qui sait qu'il va avoir besoin d'un box pendant un an, du coup va être regardant davantage sur le prix Oui, il faut pas que ce soit un et il va pas poids. s'intéresser au fait que ce soit proche de chez lui ou autre, quoi, D'accord. puisqu'il parle en termes. Ouais, tout à Donc fait. si tu veux, à partir du moment où tu identifies la raison qui va amener le client à louer le box, mais les motivations et le contexte, effectivement, tu vas pouvoir presque configurer et personnaliser Ouais, une outil, solution. Ouais, ok. Donc l'avantage du self-stockage, c'est que tous les box se ressemblent. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'en gros, le box, finalement, doit devenir une composante du service que tu dois proposer à ton client. Ok. En gros, toi, tu proposes de l'assurance, tu veux faire aujourd'hui de la vente additionnelle parce que tu es conscient que tu as des clients qui louent des box de 4 mètres carrés à très long terme, alors que s'ils aménageaient un peu mieux leur box, ils stockeraient dans un box peut-être de 2 mètres carrés et demi. Ouais. Donc, ils pourraient optimiser leur stockage et du coup payer moins cher. Mm. Pour toi, ce serait plus rentable et pour eux aussi. Ouais, ok. Voilà. Donc, tu es conscient qu'il faut apporter du service supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument s'intéresser aux raisons et le contexte qui amène ce client à stocker. Moi, Ça, tu c'est vois, important. ouais, c'est assez intéressant parce que du coup, sur le dernier centre que je viens de créer, en fait, j'ai souvent des clients qui me demandent des grands box pour des déménagements, des travaux, peu importe. Et plutôt que de leur proposer des grands box, comme je suis souvent situé en centre-ville, moi, je leur propose plusieurs petits box. L'avantage pour eux, c'est que par exemple, quand c'est un divorce par exemple, ils vont sortir leurs affaires petit à petit. Et donc, du coup, ils vont pouvoir optimiser leur loyer par rapport aux box qu'ils ont loué. Je donne un exemple. Plutôt que de louer un box de 6 mètres carrés, je vais leur proposer 3 box de 2 mètres carrés et ils vont vider petit à petit, donc réduire leur mensualité. Et derrière, eux, ils sont satisfaits parce que du coup, là où ils loueraient un box, je dis n'importe quoi, à 60 euros en temps normal, mais ils auraient une grande taille, moi je leur propose 3 petits box et ils adaptent finalement leur espace par rapport à ce qu'ils utilisent vraiment, quoi. Et ça, du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Alors, ça rejoint tout à fait, effectivement, parce que tu es
de par ta génération aussi, tu t'intéresses davantage au parcours client, on est un petit peu plus, on est un peu plus sensible là, à ça. C'est passionnant. Tout à fait. Et je connais d'autant bien cette technique puisque je la pratiquais moi aussi dans les centres de stockage. Alors un petit peu différemment parce que si tu veux contraint d'avoir d'un manque de disponibilité sur certaines tailles, effectivement on se rendait compte qu'on était obligé de louer des box. Mais moi je sais que pendant un certain temps on n'arrivait pas à remplir les tout petits box, les box de mètre carré. Nous on avait des box de mètre carré, des box de 1 mètre cube, c'est-à-dire un box de mètre carré divisé en deux avec une porte en haut et une porte en bas. Donc on avait un petit peu de mal à faire partir ces box et puis surtout que c'était des box qui étaient à 35-40 euros le mètre carré, quoi. Donc pour pallier à ça, je proposais aux gens qui déménageaient, qui a besoin par exemple d'un 6 mètres carrés, qui est la taille la plus louée puisque les logements aujourd'hui, un déménagement en moyenne, les gens ont des logements de 51 mètres carrés. 51 mètres carrés intégral, c'est l'équivalent d'un box de 6 mètres carrés. Donc c'était là, on va dire, les box les plus loués. Je proposais à ces gens-là de louer un box de 5 mètres carrés ou de 4 mètres carrés et d'un box de 1 mètre carré à côté. Volontairement, je leur expliquais de stocker dans le box un peu plus grand tout ce qui était mobilier, donc le canapé, la machine à laver, voilà, et de mettre dans le petit box tout ce qui était vêtements et documents dont ils avaient certainement besoin encore pendant la durée de la location. C'est-à-dire qu'en gros, tu as besoin de documents administratifs, tu as besoin de vêtements par rapport au changement de saison. Tout à fait. Et c'est plus facile d'accéder dans un box où tu sais que tu as tout et tu ne cherches pas, tu n'es pas obligé de vider ton box. Parce que dans un box de 6 mètres carrés, tu vas optimiser, mettre des cartons sous une table, dans une armoire qui n'est pas remplie. Et du coup, le jour où tu as besoin d'accéder, tu es obligé de tout vider. Voilà. Donc, la seule contrainte qu'il y avait à ça en termes de self-stocker, c'est que tu étais obligé de prendre le prix d'un box de 4 mètres carrés, le prix d'un box de 1 mètre carré, au prix d'un 5. Donc forcément, tu étais perdant. Voilà. Mais, n'empêche qu'on se rendait compte que très souvent, mais je dirais presque dans 70% des cas, les gens, après déménagement, conservaient le box de 1 mètre carré pour garder des affaires dont ils n'avaient pas forcément envie de mettre tout de suite chez eux. Et au final, c'était un box qui restait ad vitam aeternam, quoi. Excellent. Donc ça nous permettait de remplir des box de 1 mètre carré au bon prix, parce qu'après forcément le prix évoluait, au bon prix, et le client était satisfait et restait chez nous. Donc c'était également aussi un vecteur de communication parce qu'il y avait toujours un box chez nous. Il pouvait parler autour de lui, mais moi j'ai un box, je stocke toujours par exemple la poussette, le landau de notre premier enfant en attendant le deuxième. Tu vois. Tout à fait. Non, mais c'est là où je me rends compte que le vécu et le fait de tester son business en testant, de louer un petit box avec un grand box, de tester plusieurs tailles de box, etc., de prendre de la data, c'est vraiment tout l'intérêt de ce business en fait. Alors, c'est la première étape en tout cas. La première étape, c'est la data. La deuxième, il faut en fait l'analyser, il faut l'épurer et ensuite il faut l'interpréter. L'interprétation, c'est toujours lié à un sens marketing, à une sensibilité marketing et à une expérience aussi, toi, du vécu et de ta relation client. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me suis régulièrement intéressé au travers des formations que je fais dans les centres de stockage parce que le premier frein, en fait, il y a deux freins essentiels dans le stockage. Le premier, c'est l'ignorance. Comme on le disait tout à l'heure, on a moins de 40% de notoriété. Donc le premier frein, c'est que les gens ne se manifestent pas pour leurs besoins. Ils vont trouver des solutions autres, un garage, chez des amis, dans la famille, stocker du matériel. Et puis ensuite, tu as les vendeurs eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que les gens atterrissent là par hasard. Ils prennent ce job-là parce qu'ils ont eu l'annonce ou parce qu'on leur a parlé de ce poste-là. Ce n'est pas un métier vers lequel on se dirige après des études, comme l'hôtellerie par exemple, où tu vas faire une école spécialisée. Il n'y a pas de formation aujourd'hui reconnue pour ce métier, on en a déjà parlé, et c'est un petit peu ta démarche et ta volonté. Et moi, comme je t'ai dit, j'étais prêt à t'accompagner là-dedans pour professionnaliser le métier, donner les clés aussi bien à ceux qui sont employés que ceux qui sont investisseurs. Et effectivement, le second frein, c'est que les gens eux-mêmes qui louent des box, en fait, ne comprennent pas comment des gens peuvent louer 100, 150 euros un box tous les mois juste pour stocker des affaires. Et quand ils voient le contenu des box, mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ne se mettent pas assez à la place du client. Et du coup, eux, psychologiquement, se mettent des barrières. Donc, ils ont du mal. Ils ne croient pas au produit et forcément, ils ont du mal. Ils n'ont pas les connaissances, comme tu disais, l'ignorance, ça va dans les deux sens. Ça va pour le client, mais aussi pour le propriétaire d'un centre de self-stockage. Donc, les premières barrières ou les premiers verrous que j'essaie de faire sauter dans ces formations, c'est que les gens se redéfinissent en fait, tout simplement. Donc j'ai des gens qui me disent, dans le questionnaire, vous estimez-vous commercial, plutôt profil commercial, plutôt commerçant. Et très souvent les gens qui atterrissent là, alors je ne sais pas si c'est le métier qui attire ça,
mais ce sont des gens qui ont une sensibilité, un rapport humain avec les gens, qui ont, voilà, oui, très souvent, donc c'est intéressant, parce qu'effectivement, ils posent des questions, sauf qu'ils posent des questions plus pour réconforter le client, mais pas, enfin pour rechercher les besoins, pour le connaître, quoi. Voilà, pour le connaître. Et en gros, la première barrière, je dis, vous n'êtes ni des commerciaux, je veux dire le commercial, tu vois, avec l'image, l'étiquette, de celui qui va te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Ouais, voilà. Et le commerçant qui va être celui qui va t'accueillir, qui va être réactif par rapport, et pas proactif, mais réactif par rapport à une visite et une demande. Je leur dis tout simplement que vous êtes des conseillers. Donc vous n'êtes pas là pour vendre, on va dire, psychologiquement. Vous êtes là pour, vous connaissez le produit, vous savez tous les services que vous proposez, donc vous êtes là pour conseiller. Et le fait de conseiller, on se met en fait à côté. Donc même dans le langage non verbal, j'invite les personnes à se mettre debout, à se mettre à côté de la personne, de mettre en face d'eux un écran ou un catalogue de services et de produits. Voilà ce dont on dispose. Décrivez-moi votre problématique. On a certainement la solution et on va choisir ensemble la solution qui correspond à votre besoin. C'est pas toi qui l'impose, c'est le client qui va partir de son parcours. Donc, tu le renseignes. Excellent. Tu le renseignes. Et ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait 30-40% de conversion en plus. C'est-à-dire que là où les gens ont un taux de conversion de 25-30% des clients, on peut même voire même doubler dans certains cas le score. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vendeur se sent plus à l'aise. Et il collecte de l'information qu'il va utiliser. Donc, il va prendre ce réflexe. Et c'est là où souvent j'intègre le logiciel Business Tracker qui permet tout simplement de reprendre en fait les informations essentielles que le vendeur a pu collecter. Et derrière, en fait, on mêle ça au géomarketing et on interprète cette donnée. Donc, on sait par exemple que le prix n'est pas le point le plus important quand le client habite à 5 minutes, dans la zone primaire qu'on appelle de... Excellent. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc, c'était les avis clients. On est en train de changer la voiture avec ma femme. Et en fait, je lui pose la question au vendeur, je dis sur quoi tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est sur la vente de la voiture, sur la vente des assurances, comme on entend souvent? Bien sûr, la commission arrière, tout ça, la marge arrière. Tout. Et exactement. Et donc, du coup, il me dit, alors pas du tout. Moi, je gagne mon argent sur les avis clients. Et en fait, après, je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi à ce qu'il m'a dit et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça devrait être un petit peu pareil pour les box quand tu y réfléchis. Parce que les avis clients, c'est quoi? C'est un synonyme de bons conseils, que tu as été à l'écoute de ton client, que le client a été satisfait de tes services, de tes conseils, enfin de ta mission. Et je pense qu'à l'heure actuelle, des centres de self-stockage, il va y en avoir à foison. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est de connaître son client et de savoir lui proposer vraiment le box, la solution la plus adaptée à ses besoins. Mais ça, si tu ne fais pas ce travail de reconnaissance, de t'intéresser à la personne en face. De chercher la satisfaction. Ouais, exactement. Et donc, du coup, de chercher la satisfaction, d'avoir des avis clients, ta mission, elle est à moitié effectuée. Et en fait, les avis clients, moi, je m'en sers souvent dans les présentations. Je leur ai dit, vous savez, on ne se connaît pas. Par contre, il y a quelque chose qui peut parler, c'est regarder mes avis clients. Moi, j'ai pas mal d'avis clients sur mes centres. Et du coup, c'est déjà j'en suis fier parce que ça montre que j'ai bien fait le travail, que je suis apprécié pour mon travail. Mais aussi, ça valide complètement mon centre auprès de mes prospects, quoi. D'où l'intérêt, je crois, de prendre en compte ces avis clients dans la transformation, quoi, dans la transformation du prospect vers le client, quoi. Alors, c'est totalement vrai, mais il y a à ça, il faut donner un peu de nuance parce que si tu veux, dans un centre de self-stockage de proximité comme tu as, comme une supérette proxy, tu vas avoir une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de clients et par an peut-être maximum une centaine. C'est vrai que c'est pas énorme. Un centre de self-stockage qui dispose de 500 ou de 1000 box, aujourd'hui comme j'accompagne, tu vas avoir entre 800 et 1000 clients, voire un peu plus par an. D'accord. Pas forcément le temps d'aller... Alors c'est pas ça, c'est que la gestion du coup des centres, alors tu vas pouvoir passer dans les centres, moi quand je passais visiter les centres que je gérais, mes patrons me disaient mais on a l'impression que le personnel ne fait pas grand chose. Je suis passé, ils n'étaient pas très occupés, mais alors qu'en fait tu as des vagues, un jour pendant 2-3 heures tu as personne et puis un coup tu as un coup de fil, puis à ce moment là tu as un client qui rentre pour une demande de renseignement, en même temps tu as un qui attend parce qu'il veut libérer son box, l'autre parce que le monte-charge ne marche pas, enfin. Et tu peux vite te retrouver là-dessus. Donc,
c'est difficile d'aller chercher tes clients et puis c'est plus impersonnel dans un centre self-stockage où tu as 500 bien box sûr. que quand tu en as une trentaine, Tout à fait. Tout à fait. où les gens se croisent, discutent entre eux, Ouais. eux-mêmes, si tu veux, se disent satisfaits ou pas du service. Ok. Donc ça va un peu émuler tout ça. Ouais, tu peux pas tout contrôler, quoi. Exactement. Et toi, tu vas plus facilement demander à ce qu'ils déposent un avis. Ouais. Alors que dans un centre de stockage, quand quelqu'un dépose un avis, c'est plus quand il est mécontent. Ouais, malheureusement, ouais. Très souvent, les gens déposent parce que ils sont animés d'une colère ou d'une frustration qui Ouais, fait bien sûr. qu'ils veulent laisser un avis négatif parce qu'ils disent voilà, je veux leur porter préjudice parce que la personne m'a pas bien accueilli, je suis pas content, ils m'ont augmenté le loyer, Ouais. je suis pas content parce qu'en gros ils m'ont foutu dehors parce que j'ai pas payé, enfin bon, Ouais. peu importe. Donc si tu veux, c'est difficile. Mais c'est effectivement un travail et je sais que moi dans l'incentive des vendeurs, ça fait partie Ouais, des d'un cibles. axe, ok. C'est d'aller chercher la satisfaction et d'aller chercher cet avis Google. Ouais. En revanche, dans un centre de 500 box, les clients satisfaits vont le témoigner directement au personnel Mais ils le en marqueront pas, quoi. achetant par Ah exemple oui, bien du sûr. chocolat à Pâques. Ok. Donc c'est incroyable, pendant les festivités par exemple, tu vois Ouais. des gens qui font des cadeaux ou à Noël, Ah, super. l'attention des clients qui ont vraiment tissé une relation parce qu'il faut comprendre qu'on arrive dans une période difficile de leur vie, une étape en tout cas. Ouais. Et quand tu arrives toi avec plein de solutions, que tu leur facilites les choses, Ouais. tu n'imagines pas en fait le soutien que tu leur as apporté. Et ça les marque. Ok. Et ça les marque au point où, voilà, si tu es un peu humain, ils vont te le rendre de cette manière. Ouais. Et puis ils vont te le rendre aussi de cette manière, c'est dire, mais je parlerai de vous. Ouais. J'en parlerai autour de moi. Ils veulent vraiment se faire porteur de quelque chose c'est de vrai, ouais. satisfait. Donc c'est vrai que je te rejoins, les avis Google c'est hyper important. Mais tu peux pas tout traquer, quoi. Tu peux pas tout traquer et c'est pour ça que certaines enseignes dépensent énormément de budget pour l'image de l'entreprise, l'image de marque. Il y a une très belle enseigne en Espagne qui a créé même une fondation pour tout ce qui est écologique, Ah ouais. pour essayer de gagner. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont des avis négatifs parce qu'ils ont beaucoup de rotation. dans Ouais, le centre. malheureusement, plus t'as de clients. Le plus petit centre doit avoir 800 box, tu vois. Purée, ouais. Donc il y a énormément de rotation, ils sont souvent dans des villes comme Barcelone, Madrid, où il y a une forte densité, une forte mobilité. Donc du coup, ils ont, pour faire face à cette vague d'avis négatifs, ils mettent des indicateurs de satisfaction sur leur site internet et créent des fondations pour travailler leur image, quoi. Ouais, Donc ok. c'est pas simple, mais effectivement c'est un objectif, c'est très important. Ok. Du coup, on en a parlé tout au long de l'interview, mais le business est en train de changer entre le business que tu as connu avant et maintenant. Quel conseil tu donnerais du coup à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le self-stockage? Ouais. Alors, ce qui est génial aujourd'hui avec le self-stockage, c'est qu'avant, il s'adressait essentiellement à des gens qui avaient des bâtiments, qui avaient un fonds de commerce et qui ont cédé ce fonds de commerce et se retrouvent avec le bâtiment vide. Donc, en fait, il faut comprendre déjà un petit peu, je pense, avant d'expliquer comment faire, il faut que les gens et ceux qui s'intéressent au métier comprennent l'évolution. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais on a survolé. Historiquement, le self-stockage nous vient des États-Unis, qui est né donc, avec les crises où les gens se sont retrouvés contraints de déménager, de libérer des logements. Et donc, c'est essentiellement le garde-meuble qui a mené le self-stockage à exister. Donc, c'est stocker soi-même et d'avoir un libre accès. En France, on est toujours encore dans le sillage du garde-meuble. Pour donner une idée, en 2003, il y avait une centaine de centres entre Homebox, Shurgard et quelques self-stockers. Et puis après, tu avais éparpillé des petits investisseurs. Et jusqu'en 2020, donc jusqu'à la crise sanitaire, c'était toujours des gens qui étaient propriétaires de bâtiments et qui vendaient. Tu avais que des sociétés comme Annex ou Locabox qui étaient des promoteurs, des investisseurs qui avaient la capacité de faire construire des bâtiments dédiés 100% self-stockage. Donc ils achetaient des terrains et construisaient des centres complètement adaptés. Et donc ils choisissaient l'implantation par rapport à la localité. Mais les autres étaient propriétaires de bâtiments, donc ils voulaient le rentabiliser. Ce qui a amené en fait 2020, il y a eu 2 événements marqueurs. Le premier, c'est Shurgard qui est rentré en bourse, qui est donc le numéro 1 en Europe, pas en France mais en Europe, qui est rentré en bourse et qui a été donc le premier centre européen, enfin en tout cas la première enseigne européenne, à être valorisé par tout l'environnement financier. Et ça a été évalué à 20 fois l'EBITDA, donc 20 fois le bénéfice net, sachant qu'aujourd'hui l'hôtellerie est le plus rentable en termes de nuitée par rapport au prix de la nuitée.
Et ça se vend, un business d'hôtellerie, ça se vend à peu près 11 fois les billets. Donc on a quasiment le double. Ah ouais, incroyable. Ça, c'est le premier événement. Et en octobre 2020, donc en pleine crise sanitaire, Bill Gates, donc son fonds d'investissement principal sur lequel il est seul actionnaire, a racheté, je crois, 35 ou 40% des parts du numéro 2 aux États-Unis, qui compte des milliers de centres. Donc quand tu as une personne qui justement collecte de la data et par rapport au commun des mortels a accès à des informations dont on n'en a jamais, s'intéresse à du garde-meuble amélioré, c'est qu'il y a... Voilà. Donc ça fait que aujourd'hui, il y a des gens plus jeunes, des gens qui viennent d'autres horizons, notamment des investisseurs, s'intéressent à ce métier. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, le self-stockage a ouvert un petit peu ses portes, pas qu'à des opportunistes, sans être péjoratif, des gens qui avaient l'opportunité de monter un centre, mais des gens qui s'intéressent, qui n'ont rien, qui partent de rien, qui s'intéressent à ce business, qui disent effectivement, quand je compare à la location immobilière où il y a des risques d'impayés, de loyers qu'on n'arrive pas à rentrer, risque de squat, voilà, il y a quand même des risques. La rentabilité, elle est quand même assez figée. Hein, tu connais les ratios. Les TRI sont figés. Et puis il y a de la concurrence. Le self-stockage, en fait, est un métier qui ouvre des portes parce qu'en fait, on se rend compte que le TRI, il augmente. Il augmente, le retour sur investissement augmente parce que le besoin augmente, il se manifeste de plus en plus et on est vraiment encore qu'au début. Et ce qu'on manque de faire, c'est d'éduquer le marché. Donc pour revenir à ta question, le self-stockage s'ouvre à n'importe qui. Donc vous pouvez être un simple investisseur et commencer avec une dizaine de milliers d'euros et commencer avec un petit local et une dizaine de box et progresser comme tu l'as fait toi avec plusieurs centres qui tournent aujourd'hui, qui sont autonomes et tu animes ça et tu es tellement satisfait de ce que tu as entrepris que tu as même envie de le partager. Ouais, le partager, Et je trouve que ce qui est intéressant avec ta génération et là où je me fais le plus plaisir aujourd'hui, c'est de partager de l'information, du savoir, de l'ouvrir gratuitement, de former et d'aller plus loin avec des gens qui veulent aller plus loin. Et voilà, donc c'est de partager ce savoir parce que moi je suis de passage, donc j'ai une expérience qui est une expérience. Oui. J'ai un parcours, mais ma sensibilité, ma passion pour ce métier, j'ai envie de la partager. Donc aujourd'hui, il est facile avec les conseils que tu proposes, avec l'expérience que tu témoignes, et ce que je peux apporter moi aussi, on peut demain, quelqu'un trouve un petit local, il suffit qu'il soit bien placé, visible, qu'il soit sécurisable, d'installer même soi-même. Je veux dire, moi j'ai une de mes sociétés qui fabrique, tu le sais, aujourd'hui je fais du conseil, j'aménage des bâtiments et je fais du pilotage de centre. Donc il est facile de fournir du matériel à quelqu'un, ça peut être un box, 10 box, 20 box. Et puis commencer. Et puis derrière, tu as des fonds d'investissement qui là parlent en dizaines et centaines de millions d'euros. Donc là, c'est une autre. Qui existait déjà auparavant et qui se sont encore plus développés peut-être. Non, on n'avait pas il n'y avait pas de fonds d'investissement. Les premiers fonds d'investissement qui ont racheté des enseignes self-stockage et qui ont cherché à faire un retour sur investissement sur de la revente, c'est en Espagne. Parce qu'en 2003, il y avait une centaine de centres en France. Il y en avait peut-être une dizaine en Espagne. Aujourd'hui, il a identifié un peu plus de 600 en France. Et en Espagne, il y en a quasiment autant. Ça a explosé. Bien rattrapé, ça a bien rattrapé parce qu'en fait, ils ont eu plus une démarche marketing, c'est-à-dire qu'ils ont voulu transformer la vision garde-meuble que nous on a toujours en France, en fait, en solution un peu smart. C'est-à-dire que le self-stockage, le box de stockage en Espagne, est vu comme... en fait, en gros, tu déménages avec un box stockage, tu as fait un déménagement smart. T'es plus malin que les autres, c'est super. Quelqu'un qui a un box de stockage en plein Barcelone, c'est comme s'il disait j'ai une Harley Davidson presque. J'exagère la chose, mais effectivement, louer un box, c'est presque en Espagne, les slogans, c'est quand est-ce que tu auras ton box de stockage, toi t'en as pas, c'est comme la Rolex. En Espagne, ils tutoient facilement, donc la communication se fait dans le tutoiement. Donc c'est en fait, et toi, c'est quand tu as ton box en gros. Excellent. Alors qu'en France, c'est louer un box pour déménager, pour stocker, pour machin. Donc tu es obligé d'expliquer encore ce que tu fais, pourquoi, tu vois ce que tu veux dire. Ouais, et en plus, tu vois, je pense à un truc, mais la France, c'est vrai que quand tu prends les centres que j'ai eu l'occasion de voir, c'est à peu près tous les mêmes. Alors je sais pas comment c'est en Espagne, mais ça mériterait d'un point de vue esthétique d'être réfléchi, travaillé. Pourquoi pas des graphes, de l'art. Justement, va en Espagne et vois les centres urbains qu'ils ont fait. Complètement décorés. Nous, on va faire des portes standards de couleurs, des cloisons blanches. Eux, ils vont faire de la vitrophanie, ils vont faire du vinyle sur les portes. Les gens vont se repérer dans des couloirs par rapport au développement du dessin. Bien sûr. C'est les premiers à avoir instauré la domotique.
Donc, Ah ouais. tu as des box où tu as accès avec ton téléphone, tu loues ton box, Ouais, carrément. tu D'où ouvres ton le côté box smart. à distance. Donc voilà, donc si tu veux, ils se sont vraiment intéressés au parcours client. C'est Ok. pour ça que l'Espagne est en avance. Et si tu veux t'inspirer, je conseille, si les internautes Ouais, bien ont sûr, la bien sûr. possibilité d'aller en C'est l'idée, Espagne, quoi. tu peux même faire des visites virtuelles aussi, hein. Il y a énormément de petits centres comme les tiens, Ah ouais, comme qui sont exactement, ultra qui sont smart, quoi. ultra urbains. Ils ont même des hauteurs supérieures, donc ils vont mettre des box en hauteur où tu accèdes avec une échelle. Tu te dis qui va louer ça, et ils sont tous loués, quoi. Ah ouais, Non, avec mais une c'est échelle. avec une échelle. Alors qu'en Alors en France, je suis France, pas sûr que. c'est pas Ouais. légalement, enfin en tout cas au niveau de sécurité, tu Ouais, dois c'est pas être, fou, quoi. à partir du moment où tu montes des marches avec les mêmes prises avec un carton par exemple, tu es obligé Ouais. de proposer un escalier Ouais, voilà, ouais. avec une rampe, avec un garde-corps et tout ça. Donc mais bon, ceci dit, Ouais, le le marché. marché, et tu as des gens qui héritent par exemple d'un local commercial parce que les grands-parents étaient dans la mercerie ou autre, Ouais. et personne dans la famille va reprendre. Le contexte économique espagnol, comme en Europe de manière générale, est difficile, Ouais, ouais, donc il n'y a pas de repreneur. Prendre le risque de louer son local à une activité commerciale, eh tu as Ouais. une chance sur 5 que ça marche. Ça ferme, ouais. Donc du coup, non, même une chance sur 5 que ça marche, donc du coup les gens hésitent. Ben, moi j'ai des gens qui m'appellent pour que je leur envoie 10 box, enfin, Ah 10 ouais. ils se montent eux-mêmes, donc on leur envoie des plans de montage, ils se montent eux-mêmes le matériel, Ok. et ils commencent comme ça. Ah, Ils c'est se bon mettent à un savoir. système de contrôle d'accès, des caméras comme toi, ils évoluent au fil de l'eau, et puis même sans études de marché, ben, en fait ils voient ce qu'ils captent comme Ouais. demande, et ils font presque en disant ben, écoutez, vous avez besoin d'un box de 5 mètres carrés, je ne l'aurai pas dispo cette semaine, mais la semaine prochaine, et en fait J'ai il commandé n'existe le même pas le matos. box. Ils commandent le matos, ils montent le box Ah, purée. pendant le week-end, et la semaine suivante le gars loue son box, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ceux qui pourraient faire ça en France? Est-ce que tu crois que, enfin, tu leur conseillerais du coup de se lancer en tant que, ben voilà, si tu as envie de te lancer dans le projet, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher, ou est-ce que tu conseillerais quand même peut-être de se former, ou au moins d'avoir les contacts, parce que je trouve que, enfin, moi de mon côté, ce que je dis souvent, c'est que j'ai eu quand même beaucoup de chance quand je me suis lancé, parce que tous les risques incendie, notamment, hein, j'en parlais du coup avec l'Assura, ben justement, je n'avais pas pris conscience parce que je savais même pas ce que c'était, quoi. Et même si on est dans un flou un petit peu encore à ce niveau-là, il y a quand même des choses qui sont en train d'exister, et je trouve que de le faire sans se former, tu vois. Tout à fait, il y a un vrai risque en fait. Alors, de toute façon, à partir du moment où tu entreprends quelque chose, à partir du moment où vous entreprenez quelque chose, vous devenez responsable de ce que vous faites. Donc ça, c'est Ouais. évident. Donc il est essentiel et incontournable de se renseigner. De se renseigner sur les lois en fait qui Déjà, régissent là-dessus. commencer Alors, par ça. le self-stockage, la problématique, c'est qu'on est encore dans un flou juridique aujourd'hui parce que c'est un métier qui est peu développé. Alors, il se développe de plus en plus, on en voit de plus en plus, mais il reste encore peu développé par rapport à d'autres. Mais on peut faire les choses correctement et bien, je dirais, en étant bon élève et en s'intéressant à un centre self-stockage. À partir du moment où le client loue une solution, à visiter le centre, c'est pas de l'établissement recevant du public. Ouais. On est régi par le code du travail, comme si c'était un employé. D'accord. Donc, c'est assez simple et facile de trouver la réglementation en termes de sécurité incendie, en termes de sécurité des personnes, l'accessibilité, mais également pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens qui développent des centres cherchent à optimiser au maximum les bâtiments, donc ils vont essayer d'exploiter le maximum de surface. Donc sur un bâtiment de 1000 m², en principe, on a 70%, Ouais, 70%. c'est du box, 30% c'est du couloir. Et pour optimiser ça, moi j'ai des clients qui me demandent à faire des couloirs de 1,20 m de large. Parce que sur des centaines et des centaines de mètres linéaires de couloirs, ils vont gagner des box et donc du coût du loyer et donc de la rentabilité. Ah ouais. La problématique, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout aux personnes à mobilité réduite. Donc moi, j'essaie de trouver, parce qu'il ne faut jamais frustrer l'investisseur, Bien sûr. mais trouver des solutions pour dire, bah, écoutez, en bout de couloir, faites un renfoncement avec de quoi permettre à une personne à mobilité réduite de pouvoir faire demi-tour. Parce qu'en cas d'incendie, il faut que cette personne puisse se bifurquer, puisse se mettre à l'abri et tout ça, on ne peut pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à savoir. C'est pour ça que la formation est intéressante, c'est pour ça que ce que tu proposes, tes supports, tes vidéos, tout ça, c'est très intéressant parce que tu balayes un petit peu ce qui est bien bon à savoir. On en apprend tous les jours. Et il faut se dire que les textes de loi évoluent et vont évoluer. Moi, je pense que vu les derniers incidents qu'il y a eu ces 4 dernières années, c'est-à-dire pas mal d'incendies, pas mal d'incendies, la réglementation et les autorités compétentes vont vraiment s'intéresser et vont stopper certaines démarches. Et donc, il va devenir très difficile de monter les centres. En tout cas, sans autorisation, en tout cas, sans contrainte d'investissement, parce que l'investissement pour la sécurité incendie, c'est un investissement supplémentaire. Donc, beaucoup se dispensent
et ne devraient pas, quoi. Ouais. Moi, je pense que moins de 30% des gens font les choses correctement. Ils ne déclarent pas tous ces surfaces, ils ne déclarent pas tous. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Je parle des petites enseignes, enfin des gens qui font ça de leur côté. Donc oui, c'est ouvert à tous, mais il faut se renseigner. Ouais. Il est très important vraiment de suivre un petit peu ce que tu proposes dans ton livre blanc en termes d'étapes. De se renseigner d'abord sur le marché, de se renseigner sur la réglementation, de faire le tour un petit peu des solutions qui existent et en fonction de l'emplacement, de déterminer le produit que l'on veut. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, complètement. Mais effectivement, toi, tu as essuyé les plâtres et aujourd'hui, je pense que grâce à ce que tu fais… Et même, j'en apprends encore, pour être 100% honnête. J'ai plein de choses à apprendre sur ce marché. Et c'est ce qui me passionne, c'est qu'au moment où je tourne ces vidéos et où on partage ce moment-là, du coup, j'apprends aussi des choses. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est que le marché évolue, mais moi aussi à travers le marché. Donc, il faut rester informé, quoi. Et il y a peu de marchés, je dirais, parce que moi j'ai une expérience métier et marché. Comme tu sais, j'interviens sur les marchés espagnols, marché français. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai été exploitant, on va dire. Je suis consultant, voilà. Mais je construis des bâtiments pour des gens. J'accompagne des pilotages de centres. Donc, on a mis en place des outils pour pouvoir performer des centres. Et c'est vrai que on se rend compte que beaucoup méconnaissent leur métier. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, en gros, les nouveaux investisseurs du self-stockage, en tout cas votre génération, pour moi, c'est celle qui va définir et éduquer le marché. Ouais, le marché de demain, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je connais peu de marchés autour de moi où, en gros, il y a tout à faire, encore aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas moi, quelqu'un innove un service dans le self-stockage, il a de grandes chances pour que demain, ce soit presque normalisé. Excellent. Voilà, comme l'a fait l'Espagne avec la domotique. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de centre avec de la domotique. C'est très archaïque. Ah bon? Le self-stockage c'est tellement répandu à une vitesse grand V par la mobilité, parce que c'est des gens qui sont très mobiles aux États-Unis. Donc, si tu veux, ils sont restés dans l'archaïque. Aux États-Unis, la communication, ça va être… tu vas voir le mec avec son chien sur le flyers et une liasse de billets, il va te dire « save money », quoi. Économise ton argent. Loue un box, ça te coûtera moins cher, tu vois. Okay. En France, tu fais pas, t'en as pas du tout là. Puis déjà, ce serait mal vu. Là, qui sort une liasse de billets. Mais aux États-Unis, c'est le bon américain, le drapeau américain derrière, le chien, la liasse de dollars. Voilà. En Espagne, c'est en gros on te taquine. Et pour commencer, tu n'as pas encore ton box, quoi. Okay. Tu es un peu décalé, tu vois. J'adore. Voilà. Et en France, on est encore en train d'expliquer. Donc moi, ce que je trouve génial, c'est que y a encore plein de choses à faire. Et presque, je dirais, ce sont des investisseurs comme toi qui vont encore plus définir, parce que derrière, moi, je travaille des fonds d'investissement qui ne s'intéressent que à la rentabilité, qui n'ont qu'une vision financière du sujet. Et dès que tu leur parles marketing, dès que tu leur parles gestion, pour eux, en fait, ils ne veulent pas, parce qu'ils sont habitués à acheter des bâtiments à la Défense qui va se louer avec des bureaux. Acheter, donc, si tu veux, ils n'ont pas cet ADN-là. D'accord. Tu as quelques sociétés qui sont prêtes à prendre le risque. Et aujourd'hui, je dirais même que tu as des fonds d'investissement, que je côtoie, qui sont prêts finalement à dire bon, on est prêt à courir le risque de l'exploitation. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ouais, la renta. Voilà. Quoi. Ok. J'aimerais passer du coup à l'avant-dernier chapitre. On parlait d'ouverture de centre. Quelles sont d'après toi les grandes étapes clés avant d'ouvrir un centre, de l'ouverture d'un centre, pas forcément avant, mais voilà, je décide de me lancer dans le self-stockage. Quelles sont les grandes étapes clés d'après toi ? Alors, on les a un petit peu survolées tout au long de l'interview, mais en gros, la première étape déjà, c'est de se renseigner sur le service du self-stockage, donc de bien appréhender le marché. Donc, moi, les étapes que je déterminerai, c'est déjà de faire une étude de marché. Donc, moi, aujourd'hui, je propose des études isochrone. Voilà. Des études isochrone qui permettent, premièrement, on étudie le cadran donc particulier, professionnel. On peut estimer le besoin en termes de box garde-meuble par rapport à dans un emplacement géographique. Exactement. À partir d'une adresse, en fait, on est en mesure, sous une semaine, de délivrer donc une étude de marché qui permet de connaître exactement le potentiel du marché local. Donc, on étudie, comme je te disais, le potentiel de box garde-meuble, le box qu'on appelle cave, c'est-à-dire les gens qui manquent d'espace, l'archivage, les professionnels, d'accord ?
Ensuite, en fonction de la concurrence et du taux de notoriété, on va pouvoir voir si la surface du bâtiment que tu projettes de faire répond aux besoins et ne vient pas saturer par exemple la demande. Et ensuite, on va être capable, en fonction de l'emplacement, de la visibilité, de la notoriété de la marque, de la concurrence, de déterminer en fait un remplissage sur les 5 prochaines années. Donc pour déterminer un peu la progression du chiffre d'affaires. Alors plus le centre est petit et puis en fait on raccourcit parce que ça sera un peu plus vite quand on recentre, voilà, bien sûr. Donc l'étude de marché isochrone est importante parce qu'elle va aussi délimiter ta zone de chalandise. On va voir quel impact on a sur chaque commune voisine. Et sur chaque commune voisine, on va extraire des données, donc qui sont certaines gratuites, d'autres payantes, mais qui vont nous permettre, si tu veux, de préparer notre communication digitale et locale. C'est-à-dire en gros, on sait que ça ne sert à rien d'aller payer des mots-clés garde-meubles sur Google AdWords dans telle localité ou de dépenser. Enfin, en tout cas, de proportionner ton budget en fonction du marché de chaque commune et de chaque zone de chalandise. Donc l'étude te permet de préparer la stratégie digitale, quoi. Voilà, c'est pas une étude de marché. D'ailleurs, avant on appelait ça une étude de marché. Aujourd'hui, c'est devenu une étude d'implantation. Parce qu'elle détermine plusieurs choses. Elle n'étudie pas que le marché local. Elle va définir le coût de ton investissement, la rentabilité, enfin tout ça. Tu m'avais montré un doc, c'est incroyable ce que tu fais. Oui, ce sont des dossiers. Voilà. Et moi, en tant qu'expert, si tu veux, reconnu par la Fédération européenne des associations de stockage, si tu veux, je peux valider le modèle économique. Ensuite, un expert comptable du client peut valider le modèle comptable, mais moi, je valide le modèle économique. Et j'accompagne souvent, en tout cas pour certains investisseurs, les investisseurs auprès des banques. C'est-à-dire que je viens défendre le dossier et expliquer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la première étape, donc l'étude de marché. Ensuite, il faut bien sûr trouver le local. Il faut déjà avoir un local. T'en charges ? Alors, on peut s'en charger. Non, alors c'est pas trop notre objectif, mais on met en relation avec des brokers ou autres. Mais je vais te dire, c'est un marché de proximité. Donc, ce qui est intéressant pour un investisseur comme toi, en tout cas, moi je parle à ceux qui veulent s'ouvrir et commencer dans le self-stockage et commencer à extraire une rente en fait de ce business-là. C'est eux-mêmes qui sont alertes sur leur localité et de voir l'opportunité. Moi, je dirais qu'un centre proche d'une zone urbaine, ça marchera toujours. En périphérie, on va toucher davantage des professionnels, donc il faut un bâtiment plus grand, avec une circulation périphérique du bâtiment. Si possible, mettre des box à accès direct. Donc, on est dans des schémas. Donc, c'est de s'intéresser à l'emplacement et surtout à la réglementation, de voir si on est dans une connexe ou en tout cas voilà, si on est attenant à un espace recevant du public ou du logement. Il faut donc se rapprocher de la mairie, se rapprocher de l'urbanisme pour connaître un petit peu la réglementation et les choses à faire. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le matériel, de choisir le système de contrôle d'accès, la sécurité incendie, l'assurance, donc c'est hyper important. On a un partenaire à Assurbox que tu as fait venir ici qui est spécialisé dans les assurances pour les box parce que les textes de loi ne permettent pas de tout faire, notamment l'assurance. On n'a pas le droit de vendre de l'assurance. Assurbox est le seul aujourd'hui à proposer une solution où il assure directement ton client, si tu veux, et il peut te rétrocéder une commission, un peu d'apport à faire. Donc l'avantage avec ça, c'est que en gros, tu mets à disposition de tes clients une solution qui est réglementée, qui fonctionne et qui les garantit, et toi tu es en règle, tu ne prends pas de risque par rapport à ça. Voilà, donc en gros, les étapes, c'est l'étude de marché, c'est la faisabilité dans l'emplacement que tu as choisi, et ensuite c'est de mettre ton centre aux normes en termes de sécurité des personnes, sécurité incendie. Et après c'est le marketing, bien sûr. Super. Par rapport à la communication, il y a différents leviers. Moi, très souvent, pour sonder le marché, j'incite mes clients en fait à poser des annonces sur Le Bon Coin, par exemple, qui est un des vecteurs aujourd'hui de communication que tu utilises et qui est un des plus simples et plus rapides pour sonder le marché. Tout à fait. Et donc voilà, un petit peu si ça prend et déjà se faire une idée. Donc ça peut aussi alimenter l'étude de marché et de savoir finalement, j'ai de la demande sur cette localité ou j'en ai pas. Et à ce moment-là, c'est ce que je fais aussi. Question, quoi. Voilà. Et après, tu travailles sur quoi? Sur Google Ads, des choses comme ça? Alors, on me pose souvent la question, et je sais que tu me l'as posé aussi dans tes questions, c'est en fait, quelle est la recette magique? Il n'y en a pas forcément. La recette magique, c'est de faire un peu tout.
Ouais, ok, testé. C'est-à-dire qu'il y a deux vecteurs. Moi, j'ai fait une conférence l'année dernière, au mois de mars, à CIGES pour l'association espagnole, justement sur le marketing traditionnel, en fait, Ok, vs Google, quoi. Le marketing traditionnel, c'est tout simplement le marketing local, visuel, faire un partenariat avec un club de sport ok. local, Ouais, de mettre des l'enseigne. annonces, aller déposer des flyers dans les commerces de proximité, créer des partenariats avec des agences immobilières, créer des partenariats avec Ouais, des ménageurs, voilà. Tout ce qui est marketing traditionnel, en fait, un ne se substitue pas pardon, à l'autre. Il ne va pas substituer parce qu'en fait, il va euh, euh, créer une synergie. C'est-à-dire qu'en gros, le marketing traditionnel, donc local, va offrir la possibilité de travailler sur l'image de marque ouais, et la confiance avec le client. C'est-à-dire ok. qu'un client qui va chercher sur Internet, mais qui a déjà vu une publicité locale Ouais, ou qui a tout à déjà vu fait. ton Ça enseigne va ou le qui a rassurer. déjà entendu, ça va le rassurer. Ouais, D'accord. ok. Ensuite, sur Internet, bien sûr que Google AdWords, c'est là où tu payes Mhm. l'affiché. Ouais, mais les autres aussi, quoi, du coup. Bien sûr, les autres aussi. Le site Internet, bien sûr, est Ouais, important. bien sûr. Moi, je remarque très souvent, quand j'analyse, que j'audite des clients qui mais sont avec des concurrents et qui ont un peu de mal à percer, quand on regarde le taux de rebond, on a des taux de rebond à plus de 60%. 70%, ça veut dire qu'en fait, ils dépensent Ouais. le budget AdWords, ils donnent Transforme rien, quoi. en fait, ils augmentent le coût par clic parce que forcément, ils mettent plus de budget. Mhm. Les concurrents font pareil. Ce qui Ah, se bien passe, sûr. C'est que Google gagne de l'argent là-dedans. Ouais, tout à fait. Mais pas Et du eux tout, ne gagnent pas forcément en fait exactement. en clients. Ils vont gagner en visibilité. Ouais. Comme on le disait, 40% des gens connaissent à peu près ce que c'est le self-stockage. Donc quand ils vont cliquer, il n'y a pas de landing page, il n'y a pas une page, si tu veux, qui correspond Mhm. Au besoin. au mot-clé qui a été Ah, ok, ouais. initialement mis. Donc, si D'accord. tu veux, le client va ce qu'on appelle rebondir. C'est-à-dire qu'il va cliquer sur le lien, il va atterrir, il va constater que la page n'est pas intéressante, Ouais. qu'il ne va pas trouver, il va pas lui sembler, soit elle n'est pas bien structurée, soit il ne pense pas trouver l'information. Donc, Il n'y a pas de Déjà. tunnel de vente, ça se fait pas trop. Alors, dans mes métiers, moi je viens de la com et du coup, on crée C'est des ça. tunnels de vente de partout. exactement. Et là, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Ah ouais. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a très peu de centres, ça commence à démocratiser, très peu de centres qui affichent les prix, par exemple, sur Ouais. le site internet. Ouais. Donc, la transparence, tu vois, arrive à peine. Toi, Donc, t'es il y a pour beaucoup de frustration. T'es pour l'affichage moi- des prix? Moi, je suis non seulement pour l'affichage des Ah ouais, prix, ok, excellent. je suis pour, aujourd'hui, moi, les solutions que je propose, il y a vraiment un vrai parcours client qui est très rapide. En gros, tu vas estimer ton besoin Ouais. tout simplement en indiquant tes paramètres. Ok. D'accord. Donc, tu as un outil digital qui te permet de Aujourd'hui, j'ai faire un ça? outil digital, si Ok, tu veux, qui trop bien. permet, si tu veux, le client arrive, il va décrire sa situation, déménagement, peu Ouais. importe, un besoin professionnel. Très rapidement, il va avoir 3 propositions de box. Ok. Donc, c'est important aussi de donner le choix. Et ça, on ne donne pas le choix. Purée. Le fait de donner le choix, si tu veux, ça donne la possibilité à quelqu'un de dire, voilà, en gros, tu vas choisir un box confort, donc tu vas prendre plus grand. Ouais. Tu vas choisir le box optimal, qui est celui qui correspond à ton Ouais. besoin. Et après, si tu es un peu joueur, tu peux prendre un box plus petit pour payer moins cher. Et en gros, il va falloir que tu sois un petit peu ingénieux. Ah, mais c'est super. En fait, tu rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu n'imposes rien, tu te positionnes Exactement. juste en conseil et après, Exactement. libre à lui de choisir ce qu'il veut. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'en fait, tu vas avoir un prix immédiat Ok. par rapport à ce box-là. Et tu vas pouvoir bloquer ce prix parce qu'on va te proposer une opportunité. Parce que dans le marketing, il faut toujours, alors, dans le marketing traditionnel, tu vas créer le besoin. Ouais. D'accord. Donc tu vas montrer plein de choses de ton service ou ton produit qui va faire que le client va avoir un intérêt. Mhm. D'accord. Donc sauf que là c'est différent puisque l'intérêt c'est le besoin qui Ouais, amène il a déjà. l'intérêt. D'accord. Et ensuite tu vas créer l'opportunité. Ouais. Très souvent quand on fonctionne tous, quand on décide d'acheter quelque chose, c'est parce qu'il y a une opportunité de prix. Ok. Il y a une opportunité Ouais, parce bien qu'en sûr, fait bien c'est le sûr. bon moment, ça adapté, correspond. oui, tout à Voilà, fait. tu crées l'opportunité. Ok. Des fois c'est juste proposer au bon moment. L'opportunité c'est ça aussi. Ok. Tu te crées toi l'opportunité. Mais l'opportunité pour le client, c'est par exemple dire tiens, on a le box qu'il te faut, Ouais. voilà ce qu'il te faut, tu peux réserver ce prix-là, tu pourras changer à tout bloquera moment le si prix, jamais ok. ta taille ne correspond pas. Ok. D'accord. Mais voilà, il faut que tu puisses créer cette opportunité et verrouiller. Donc c'est comme ça. Donc effectivement, le parcours est hyper important en marketing. Ok. Notamment sur le web, parce que moi je me suis rendu compte sur les audits qu'on faisait que les demandes, très souvent tu le vois sur les mails, les demandes, elles sont le soir entre midi et deux. Ouais, tout C'est-à-dire à que fait. les gens ont le temps en fait de s'intéresser à la problématique. Mhm. Tu vois. Ouais, complètement. Complètement. Donc, et la problématique c'est que les gens qui sont en mesure de te renseigner ne sont pas disponibles à ces horaires-là. Ben alors, voilà, c'est la remarque que j'ai justement quand j'analyse un petit peu les marchés avant de rentrer, avant d'ouvrir un centre.
je vais voir un petit peu la concurrence, tu vois, j'appelle. Et le nombre de centres qui sont fermés pendant les horaires de réservation, je suis très très surpris. À l'heure des centres autonomes et tout ça, ça se fait beaucoup en ce moment là. Alors, bien sûr, alors ça c'est un handicap. Pourtant, tu as des enseignes qui mettent jusqu'à 3 personnes par centre pour pouvoir faire de la rotation, pour pouvoir proposer de la présence le week-end et tout ça. Alors, plus pour aider les gens à aménager, parce qu'il y a des gens qui louent à distance et qui arrivent le week-end parce qu'ils arrivent d'une autre ville. Ouais. Mais en gros, effectivement, moi j'essaie d'analyser en fait le taux de rebond. Okay. J'ai fait le test avec des clients interrogés parce qu'il faut. Le client en fait est une source d'information très intéressante. Tout lui, hein. Le tout c'est de lui poser les bonnes questions. Okay. Parce que si tu demandes de parler, il va te dire je vous ai connu par internet, sauf qu'il te voit tous les jours en passant devant. Ouais, bien sûr. Et lui il va te dire je vous ai connu par internet parce que j'ai cherché quoi. Okay. Bon, voilà. Alors qu'en fait il a il même tapé poser, ton nom sur internet. Donc tu vois, il faut vraiment aller poser les bonnes questions pour comprendre le parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est que très souvent les gens qui font un taux de rebond sur le site, c'est-à-dire qu'en gros ils n'ont pas eu satisfaction, c'est des fois ils ont dit ouais mais vous êtes trop cher. Je leur dis d'accord, mais en fait pourquoi on est trop cher? Bien entendu, j'ai vu un box, je vais pas mettre 200 €, tout ça, mais et quand tu poses des questions, en fait tu te rends compte que le gars a un appartement de 50 mètres carrés et il s'est dit je vais louer un box de 25 mètres carrés. Ok, d'accord. Donc en fait c'est parce que le besoin n'a pas été identifié. Ouais, ok. Il a manqué d'informations utiles pour pouvoir orienter en fait vers la bonne solution. Ouais. Parce que pour lui, c'est imaginable de stocker un 50 mètres carrés dans 6 mètres carrés. Oui, tout à fait. Pour lui, il n'est pas accompagné en fait. 6 mètres carrés, c'est plus petit que sa chambre. Il s'est dit, tout ne va pas rentrer dedans. Sauf que quand tu lui expliques les consignes par rapport au stockage, comment aménager dans le box, en fait, effectivement, ça devient clair pour lui. Quoi. Okay. Et donc, il dit, donc du coup, c'est plus 200 et quelques euros le box. On parle de 100 €, quoi, tu vois. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travail à faire sur l'information pré-décision en fait. Clairement, il y a des outils à créer que je vois jamais d'ailleurs. Alors peut-être que je regarde pas assez les centres, mais justement des tutoriels pour apprendre à monter ou avec de l'IA, on pourrait clairement faire des choses incroyables. Alors, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui nous viennent des États-Unis, où tu as des simulateurs, par exemple des calculateurs de box, qui font que tu vas décrire des fois des objets, tel meuble, telle taille, tel meuble, telle chaise, combien de personnes et tout, et puis hop, automatiquement ça va te déterminer, et ça peut même te faire une animation sur comment sont stockées les affaires. Donc ça existe en fait. Et puis en plus c'est génial parce que c'est de l'e-frame, donc en gros tu payes l'abonnement, tu l'intègres à ton site, ça fonctionne. Donc voilà, donc moi je pense qu'avec les outils aujourd'hui, pour parler à des internautes qui s'intéresseraient de monter un petit centre d'une dizaine, d'une cinquantaine de box, avec un site internet type WordPress aujourd'hui où vous allez mettre du contenu, faire des annonces sur juste le bon coin, un peu d'AdWords, ça va se remplir. Ça va se louer, quoi. Easy quoi. Voilà. Oui, c'est clair. Maintenant, si on est dans une démarche de remplir un bâtiment de 500 box, parce que 500 box, tu as de la rotation, autant sur un centre de 50 box, tu vas avoir très peu de rotation. Tes clients vont être hyper fidèles, ils vont rester chez toi et toi, tu vas rester presque à rien faire. Quoi. Okay. Si ce n'est appeler de temps à autre, ça c'est pas idiot de le faire, d'appeler de temps à autre tes clients, et de dire est-ce que vous êtes toujours satisfait, est-ce que j'ai des clients qui sont en attente pour les tailles de boxage, j'ai des box plus petits qui se sont libérés, est-ce que ça vous intéresse? On avait parlé, toi et moi. De libérer de l'espace, de payer moins cher et on vous donne les conseils. Puis on vous fournit par exemple les cartons adaptés au stockage parce qu'un carton classique ne le permet pas. Quoi. Excellent. Tu vois? Bon, j'ai plein d'autres questions à te poser, mais c'est vrai que ça va commencer à faire un petit peu long. Alors on fera une autre vidéo. Moi j'aimerais terminer par toi et par du coup, tu t'es présenté tout au long de l'interview, tu as présenté un petit peu tes services. Mais donc voilà, moi, les personnes qui écoutent ces vidéos-là sont des personnes qui sont soit self-stockers ou self-stockeuses, soit futurs investisseurs ou futures investisseuses. Et du coup, j'aimerais que tu définisses un petit peu en quoi tu peux les aider. Moi, effectivement, je vends ma formation, mais toi, c'est vrai que tu as une réelle expertise dans ton domaine et j'aimerais que tu termines en disant, qu'est-ce que tu peux véritablement leur apporter, même si au vu de cette interview, on a compris que il y a beaucoup de choses à faire. Quoi. Alors, ce que je peux apporter, c'est la personne qui le dira. Moi, ce que je peux faire en tout cas, c'est transmettre des connaissances, transmettre une expérience métier et marché. La problématique, c'est que je manque de temps. J'ai pris le temps avec toi parce qu'en fait, pour moi, je trouve que c'est la meilleure voie pour transmettre. Parce que tu es le seul en fait à avoir eu cette démarche et on peut dévoiler les choses et dire que je vais en tout cas participer le plus possible
à tes démarches d'accompagnement, qu'elles soient de type formation, qu'elles soient de type information. Ouais. Donc, ce que je peux, en tout cas, c'est effectivement souvent donner des conseils, partager une vision. Si, sans aucune prétention, me définit, c'est une sensibilité, une vision du marché. J'ai toujours été un peu avant-gardiste et je me suis toujours intéressé à des choses que la moyenne des gens ne s'intéressaient pas. C'est-à-dire le client. Pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qui le motive, quelles sont ses attentes. Et j'ai constaté que ça a évolué. Et j'ai constaté aussi qu'on était dans la possibilité de définir une offre générique. Et comme je l'ai dit à un moment donné dans notre vidéo, c'est que le box, finalement, est une des composantes du service que tu dois offrir. Je dis tout le temps à mes self-stockers, si vous voulez louer du mètre carré, ne vendez pas du mètre carré. Vendez une solution qui inclut du mètre carré. Aujourd'hui, une Tesla n'est pas une voiture. C'est de l'IA embarqué. Et on ne te vend pas une voiture, on te vend une expérience nouvelle avec la mobilité, donc le véhicule mobilité. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a des choses qui marchent. Apple ne vendait pas un téléphone. Tout à fait. Il vendait un outil multifonctionnel dont tu allais devenir indispensable, quoi, si tu veux. Tout à fait. Donc en gros, ce que je peux apporter, peut-être, c'est voilà, au travers de toi, en tout cas, je pense que c'est la meilleure voie de communication, c'est répondre à tes questions, répondre aux questions des internautes, c'est important aussi. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime répondre à des questions. J'aime transmettre, mais il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas dire. La preuve, la vidéo est un peu longue. Mais en gros, information, formation, conseil. Et ensuite, après, j'ai d'autres sociétés qui peuvent fournir du matériel, des solutions. Moi, je peux faire du clé en main, quoi. Aujourd'hui, on propose à des investisseurs du clé en main. Donc, jusqu'à construire le bâtiment. Et comment on te contacte ? Qu'on me contacte, ils ont qu'à passer par toi. Par moi, tout à fait. Ils veulent. Voilà. Et puis, s'ils veulent construire un bâtiment, on a en plus une maîtrise du coût. On est capable de sortir des bâtiments partout en France à moins de 1 000 € le mètre carré, inclus donc les box, le contrôle d'accès et tout. Incroyable. Sans le VRD et bien sûr le terrain, mais on est capable de voilà. Et après, on peut proposer ne serait-ce que de vendre des serrures, des portes de box, des cloisons, un système de contrôle d'accès, un logiciel de gestion. Tout est là. Bon, écoute, merci beaucoup Cédric. Moi, j'ai appris plein de choses. C'était un vrai plaisir. Merci à toi de partager ce petit moment, quoi. Et écoute, de toute façon, on va rester en contact. J'espère que cette interview vous a plu aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. On se fera un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un plus grand nombre. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement avec une prochaine interview. Je vous dis à très bientôt. Salut!